On est en direct ou presque du salon du sport et du parasport. On est à la porte de Versailles à Paris sur le stand Radio Sport, la radio officielle du salon. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Chéry qui est référent à l'école ESG Sport. Et oui, une école dédiée au sport. Il y a effectivement un campus à Aix-en-Provence dont tu t'occupes, Jean-Jacques, mais également des campus en France. Il y a plusieurs ESG Sport, c'est ça ? Oui, il y en a une petite dizaine à Lyon. Non, pas à Marseille. À Lyon, c'est toi qui dis à Montpellier, à Toulouse, à Bordeaux et bien sûr à Paris, à Dijon, à Biarritz. Donc il y a une dizaine de campus aujourd'hui qui sont ouverts. Ah, il y a un campus à Biarritz. Campus à Biarritz, qui a ouvert l'année dernière. Là, ça fait rêver. Là, je veux bien que tu me trouves une petite fonction là-bas. Il y a beaucoup de marques de surf qui sont à Biarritz, donc effectivement c'est un marché intéressant pour les étudiants qui veulent travailler dans l'univers du sport. Alors Jean-Jacques, justement, c'est intéressant de parler de sport et de cette école. Donc c'est une école qui forme des jeunes qui sont issus, alors en général du bac, ou il y a bachelor il y a une partie des jeunes effectivement qui rentrent au niveau du bac à partir de 18 ans, et puis il y en a qui rentrent après bac plus 2, bac plus 3, et puis en master. Voilà, donc en général ils suivent soit des cursus sur 3 années pour obtenir leur bachelor, soit ils continuent pour aller jusqu'en master 2, et l'objectif c'est d'arriver à leur ouvrir les portes pour travailler sur le marché du sport business. Donc ça va de travailler dans un magasin de sport, dans une fédération, oui, c'est vrai que j'ai remarqué, moi je te coupe, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants que j'ai rencontrés qui sont en alternance chez Decathlon par exemple, qui est un des gros employeurs dans le monde du sport. C'est une possibilité aujourd'hui pour la distribution de tester via l'alternance, qui a été quelque chose qui a été boosté à partir du Covid pour les jeunes. Oui, l'alternance, c'est un phénomène très important. C'est très important parce que ça permet en fait à beaucoup d'étudiants de pouvoir financer leurs études, parce que les études effectivement dans des écoles de commerce ça a toujours un certain prix, et donc ça leur permet de financer, d'avoir de l'expérience dans des entreprises, et en général si vous avez répondu aux attentes de la distribution, et en général Decathlon, Intersport, Sport 2000, pour citer un peu les acteurs principaux du marché, en général ça leur permet de signer leur premier CDI, donc c'est des bonnes expériences. L'alternance, les étudiants sont à un prix intéressant, et c'est une bonne répartition entre l'étudiant qui apprend des choses, l'entreprise qui apprend à l'étudiant à travailler. Donc c'est une bonne façon pour les deux de combiner leurs intérêts croisés. Alors évidemment tout ça évolue assez vite, on sait qu'il y a pas mal de nouveaux moyens d'apprendre, il y a beaucoup de technologies qui arrivent, l'IA évidemment est en train d'entrer de plein pied, on va dire, dans le monde de l'éducation. Comment on utilise l'IA quand on est dans une école de commerce comme le ESG Sport à Aix ? Alors c'est un vrai sujet, l'IA, parce que c'est vrai que c'est arrivé très très vite, même peut-être un peu trop vite, c'est-à-dire on n'a pas eu vraiment la possibilité de former les étudiants avant qu'ils puissent commencer à l'utiliser. Et malheureusement, souvent, ils l'ont mal utilisé. Ils n'ont pas bien compris l'intérêt de l'IA, qui est en fait un outil et pas quelque chose qui doit remplacer leur intelligence. Oui. Parce qu'en tout cas, pour l'instant... Ils ont oublié que l'IA, ce n'était que artificiel, et qu'on préfère faire travailler quand même leur cerveau à eux plutôt que de faire travailler ou tourner des moteurs de recherche. On est bien d'accord. Et c'est vrai, parfois, comme toute nouvelle technologie, il peut y avoir des ajustements qui vont se faire dans le temps. Donc effectivement, aujourd'hui, on travaille beaucoup pour leur apprendre à comment bien utiliser l'IA, parce que c'est quelque chose d'intéressant, ça fait gagner du temps sur un certain nombre de thématiques. Mais en revanche, ce qui est important, c'est de leur faire comprendre que ça ne doit pas remplacer leur réflexion. Et donc, justement, c'est de les mettre dans des situations où ils vont être en capacité d'utiliser l'IA de manière intelligente, mais de se rendre compte que l'IA ne fait pas tout et que leur valeur ajoutée, c'est la réflexion qu'ils vont pouvoir apporter sur des thématiques. Parce que sinon, c'est souvent ce que je leur dis, si demain l'IA fait tout, leur valeur ajoutée quand ils vont rentrer sur le marché du travail, elle ne sera pas très élevée, et donc ils auront d'autant plus de mal pour trouver du travail demain. Alors beaucoup de jeunes rêvent d'entrer dans des grands clubs de sport, comme le PSG ou l'OM à Aix. C'est vrai que souvent les étudiants rêvent d'aller à l'OM. Bon, ça reste quand même qu'un leurre. J'imagine qu'il n'y a pas énormément de place. De toute façon, c'est sûr que dans les clubs aujourd'hui, les places sont limitées. Donc, on a des étudiants nous aujourd'hui qui rentrent dans les clubs chaque année. Sur la première promo, on a un étudiant qui est rentré au service activation à l'Olympique de Marseille. Donc, on en a bien sûr. Mais effectivement,
Moi, je dis toujours, il ne faut pas casser les rêves des étudiants. Il faut qu'ils aient envie d'aller rentrer dans ces clubs parce que c'est ce qui fait qu'ils sont rentrés, qu'ils ont envie d'aller dans l'univers du sport. En revanche, on leur explique que pour arriver à atteindre ces rêves, il va falloir travailler, il va falloir s'assurer que, oui, il y a effectivement beaucoup de concurrence et donc ils vont devoir être au niveau des attentes des clubs et donc de s'améliorer sur un certain nombre de points qui peuvent être aujourd'hui la maîtrise des langues, qui peut être la maîtrise des outils informatiques, qui peut être la maîtrise aujourd'hui simplement des techniques commerciales et marketing pour s'assurer qu'ils aient une chance de pouvoir rentrer. Tout est possible. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques instants, à ta place, il y avait un grand monsieur du sport que tu connais parce que tu connais bien le tennis. C'est Lee Frankel qui a créé, inventé Greenset à l'époque et qui continue à inventer et qui me disait que la base de son métier, c'était la vente et que la seule chose qu'il avait animée, la seule chose qui était sa qualité, c'était d'être un très bon vendeur. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a quand même quelques techniques, même s'il y a des vendeurs nés. Oui, et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que le mot vendeur a été un peu galvaudé. Il y a une mauvaise image auprès des étudiants. Ils veulent faire beaucoup de marketing, d'événementiel, de communication. Oui, là, l'événementiel, c'est à toutes les sauces. Voilà, et le problème, c'est que souvent, ils sont pas tout à fait conscients de ce qu'il y a derrière ces mots. Et moi, je leur ai dit souvent, vous savez, la meilleure formation, c'est d'être sur le terrain, c'est de vendre un produit. À partir du moment où vous savez vendre un produit, vous savez convaincre effectivement quelqu'un que la proposition que vous lui faites va lui amener une valeur ajoutée, vous avez une chance après de pouvoir être quelqu'un qui peut faire du marketing, qui peut organiser des choses, etc. Donc la vente, c'est très formateur. Donc moi, on les pousse déjà en première et deuxième année à faire des stages justement dans le domaine du commerce, que ce soit la distribution ou que ce soit sur la commercialisation de produits dans l'univers du sport, parce que c'est formateur. Voilà, et c'est la meilleure façon qu'ils se rendent compte effectivement que il faut travailler, que une entreprise, elle marche que si elle fait du chiffre d'affaires, et ceux qui génèrent du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est ceux qui vendent. Donc, quelque part, la quadrature du cercle doit faire qu'ils doivent passer par là s'ils veulent amener une valeur ajoutée à une entreprise. Alors, il y a de nouvelles tendances. Il y a même des tendances de fond dans le monde du sport. Tu les as évidemment suivies, j'imagine. On peut parler en France de l'ascension vertigineuse de nouvelles pratiques, notamment le paddle tennis, que tu connais, le paddle. Il y a également les sports d'endurance, comme le triathlon, comme le trail. Est-ce que c'est des tendances que tu remarques et qui ont un impact justement sur les études, sur les formations que tu proposes ou que vous proposez? En fait, je pense que l'objectif dans les formations qu'on propose, c'est de montrer que dans le sport, il y a énormément de métiers et énormément, une palette d'activités extrêmes. Malheureusement, très souvent, les jeunes sont focalisés sur les sports soit qu'ils ont pratiqués, soit le football parce qu'ils sont supporters d'un club, ce qui est souvent. Alors, nous, on privilégie d'abord des jeunes qui font du sport, parce que ça, c'est important. On a beaucoup de femmes aujourd'hui qui rentrent dans cet univers, ce qui est très bien parce que c'était un univers assez masculin. Aujourd'hui, on a autour de 35% de nos jeunes étudiants qui sont des filles, et c'est bien. Cette mixité aujourd'hui, ça amène une autre façon de voir les choses dans le sport, notamment. Et puis, on essaye d'expliquer aux étudiants que il y a plein de sports où aujourd'hui, il y a des choses à faire. Justement, il n'y a pas encore beaucoup d'argent dans ces univers, mais il y a plein de possibilités d'en faire. Et donc, c'est l'ouvrir un petit peu à sortir de le seul sport qui les intéresse, qui est le football, pour arriver à un moment donné à ce qu'ils ouvrent effectivement sur des activités qui peuvent être des activités comme le trail, le triathlon, la pétanque, parce que nous, effectivement, on a un très gros événement, mais qui est la Marseillaise. Oui, et effectivement, c'est évidemment local, le sport local, évidemment. Un sport local, mais qui génère aujourd'hui, il y a 2-3 marques de boules. Enfin, je parle de ça. Au but, c'est une énorme marque. C'est une très très marque. Donc, mais effectivement, c'est pas les premières entités auxquelles pensent les étudiants quand ils pensent à travailler dans l'univers du sport. Et donc, essayer de leur ouvrir un petit peu les champs des possibles dans l'univers du sport et leur montrer qu'on peut réussir sa carrière, on peut démarrer dans une activité de distribution, partir sur une activité après de marque, pour après, pourquoi pas, organiser des événements. En fait, il y a plein de possibilités dans des dizaines de sports aujourd'hui, en France, à l'étranger. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le sport. C'est pas de se dire qu'on va rester dans un club pendant 30 ans. Je pense que ça, c'est fini. C'est plutôt de se dire qu'il y a tellement de choses à faire que, en fait, tout est possible. Et je trouve que pour les jeunes, avec l'arrivée du digital et tout ça, de ces nouvelles activités, il y a vraiment des opportunités extraordinaires de pouvoir
faire un métier en se faisant plaisir, en ayant la banane tous les jours. Alors, je vais peut-être finir en te demandant ce que tu penses du succès de certaines marques. C'est vrai que tu as travaillé longtemps chez Reebok, je m'en souviens bien. Mais que penses-tu du succès des marques comme Hoka, par exemple, dans la chaussure de running et de trail, ou le succès également de On, également dans les chaussures? C'est vrai que ça, c'est quand même des phénomènes, hein. C'est des réussites vraiment phénoménales et très, très rapides. Alors, en fait, c'est très intéressant parce que ces marques-là, elles ont grossi assez vite. Alors, On, c'est une marque suisse qui a quand même été, à un moment donné, qui a quand même bénéficié aussi du soutien de monsieur du tennis qui s'appelle Roger Federer. Roger Federer, comme on dit, voilà. Qui est quand même une icône en Suisse. Voilà, je pense que n'importe quoi, il le ferait manger aux Suisses. Voilà. Soit du chocolat. Et puis, l'air de rien, le fait d'avoir un actionnaire comme ça dans son board, ça amène un peu de crédibilité. Ça peut rassurer aussi d'autres actionnaires d'investir. Et c'est vrai qu'à partir de là. Mais quand bien même, il y a un très bon travail qui a été fait de leur part. Maintenant, c'est vrai que la difficulté pour eux, c'est que maintenant, ils commencent à être une marque qui est regardée par les 2-3 gros du marché. En l'occurrence Nike, Adidas, et puis voilà. Et donc à partir du moment où vous commencez un peu à les titiller, ça veut dire qu'ils vont être un peu plus agressifs vis-à-vis de ces marques-là. C'est-à-dire que aujourd'hui un Nike c'est 57 milliards, un Adidas c'est 28, On ça doit faire je crois entre 2 et 3, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Là vous commencez un peu à les chatouiller et ils peuvent commencer à être un petit peu plus on va dire agressifs d'un point de vue marketing sportif. Et c'est compliqué d'aller chercher des marques comme ça qui ont des gros budgets qui sont très présentes. Et Hoka, alors justement, Hoka a taillé des croupières à Nike sur le modèle du running. C'est vraiment hallucinant de voir que Hoka devance, en tout cas en France, Nike. Oui, mais moi ça me surprend pas parce que Nike, ça fait très longtemps qu'ils sont plus leaders sur le marché puisque ASICS a pris le leadership depuis très longtemps. ASICS c'est très très fort aussi. Marque japonaise. Voilà, marque japonaise, mais parce qu'ils étaient une marque spécialiste alors que Nike était une marque spécialisée, mais même si c'était au départ l'essence de la marque qui est devenue une marque généraliste et ils ont laissé un petit peu tomber le running parce que il y avait le football, il y avait le tennis, il y avait beaucoup de sports et notamment aux US et en fait des marques comme Hoka, mais comme Saucony, comme Brooks, il y a plein de marques aujourd'hui qui ont réussi à tirer leur part de marché. Maintenant Nike est en train de revenir parce que Nike fonctionne de la façon toujours avec une icône forte pour mettre en avant leurs produits. Ils l'ont fait avec Federer, avec Nadal, ils l'ont fait avec LeBron James, avec Jordan. Voilà, tous ces gens-là ont porté la marque. Je pense que Michael Jordan, là, ils avaient touché le gros lot quand même. Voilà, oui, mais en tout cas, à chaque fois, ils essayent d'avoir un sportif qui porte. Voilà, là, il y a Rory McIlroy là, en golf qui a pris le pas sur Tiger Woods. Donc, ils sont à chaque fois sur ce modèle-là très simple. Et avec Eliud Kipchoge, sur le running, ils ont trouvé quelqu'un avec qui ils ont conçu leur programme pour battre le record du marathon en moins de 2 heures. Et ils sont en train de revenir un petit peu sur ce marché-là du running parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement... C'est un marché énorme, oui. C'est le plus gros marché. Et surtout, c'est le marché où des marques moins connues ont commencé à leur prendre des parts de marché. Adidas aussi, qui est présente. Enfin, voilà. Donc c'est un marché où il y a beaucoup de marques et qui est assez complexe. Donc ce qui fait que, c'est un marché intéressant. Donc ce qui n'est pas surprenant par rapport à aucun. Voilà. Merci en tout cas beaucoup Jean-Jacques d'être venu parler du marché du business, du sport business, ici au micro de Radio Sport. Jean-Jacques Giry, référent donc pour l'école ESG Sport à Aix-en-Provence. Merci et à très bientôt. Merci Bruno. Ciao.